Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Nalo Valionga, ministre des Enseignements secondaires, a présidé ce jour à Yaoundé un atelier de renforcement des capacités des chefs d'établissement scolaires sur la prévention du Covid-19. Occasion également ce jour pour la patronne des enseignements secondaires au Cameroun de s'assurer que tout est fin prêt pour accueillir les élèves des classes d'examen dès lundi 1er juin. Cela ne fait donc plus aucun doute. La réouverture à la date indicative du 1er juin 2020 en fonction de l'évolution de la pandémie au Cameroun est actée. Les élèves retourneront à l'école nonobstant les nouvelles contaminations enregistrées de la fermeture des établissements scolaires depuis le 17 mars dernier. Les élèves retourneront à l'école alors que le pays enregistre aujourd'hui plus de 5000 cas confirmés de Covid-19. Des chiffres qui ont littéralement explosé depuis la mise en place des mesures d'assouplissement le 30 avril dernier. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Covid-19 et reprise des classes, le regard de la société civile. Pour en parler, je suis en plateau à Douala avec Thomas Tanque. Bonsoir Thomas, bienvenue une fois de plus. Merci beaucoup Serge Alain. Et bonsoir, et je profite pour dire bonsoir aux millions de téléspectateurs qui regardent actuellement de par le monde cette merveilleuse émission de Equinox Soir. Voilà, bienvenue une fois de plus Thomas Tanque. En face de vous, Jonathan Batenguene. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tout le magnifique public qui tous les soirs regarde Equinox Soir. Et voilà. Surtout à tous ceux qui habitent la cité Sicam, qui sont actuellement massés derrière le petit écran parce qu'ils ont promis qu'ils allaient regarder cette émission particulièrement. Et ils sont prêts à repartir dès lundi prochain? Il y en a des parents, il y a des parents qui sont en train de préparer, on va voir en fonction de leur préparation ce qu'ils seront capables de faire. Mais seulement ils sont beaucoup plus prudents. Il se pose encore beaucoup de questions. Ok, beaucoup de questions. Bon, madame, monsieur, nous allons prendre tout de suite la direction de Barindi. Vous avez reconnu, c'est un quartier de la ville de Bafoussam, chef-lieu du département de la Mifi et de la région de l'Ouest, Bafoussam. On nous attend Alphonse Aïssia Bena. Bonsoir, Alphonse. Oui, bonsoir et bonsoir à vos millions d'auditeurs. C'est un plaisir d'être là et de partager pour édifier les populations, notamment les élèves qui devront prendre le chemin de retour de l'école. Donc on va apporter certaines insuffisances qui animent déjà cette directrice, mais faire aussi des recommandations afin que les élèves ne puissent pas faire un décrochage scolaire. Il est important que les élèves le prennent, mais... Voilà, Alphonse, une minute. Alphonse, une minute, permettez-moi de vous présenter d'abord. Voilà, Alphonse Aïssia Bena, vous êtes le président exécutif de la Fondation camerounaise des consommateurs, en abrégé FOCACO, et président de la Coalition internationale contre le coronavirus au Cameroun, CICC. Voilà, vous dites dans une sortie aujourd'hui à Douala, vous dites que les élèves devraient reprendre le chemin de l'école le 1er juin prochain. Vous ne trouvez pas, mais vous avez fait une espèce de... Vous avez divisé les élèves, les villes, hein, une zone rouge, une zone orange et une zone verte. Voilà, expliquez-nous. Oui, il faut rappeler que la pandémie ne se propage pas de façon équivoque et unanime sur toutes les villes. Il faut rappeler que les villes qui ont plus de 100 cas de contamination, ces villes doivent être placées au rouge, notamment les villes de Douala et de Yaoundé. Il y a les villes qui sont en orange, qui ont entre 50 et 100 cas de contamination, comme la ville de Bafoussam. Et il y a des villes qui ont 0 cas, des
départements qui ont 0 cas. Donc, raison pour laquelle il faut une reprise progressive. Il faudrait que certaines zones, notamment à risque, comme les grandes villes comme Douala et Yaoundé, il faudrait qu'il n'y ait pas une reprise à l'immédiat le 1er juin. Nous sommes à la phase ascendante de la pandémie, raison pour laquelle on doit privilégier dans ces villes les cours en distance, notamment aussi pour la rentrée académique. Raison pour laquelle on a dit qu'il faut que scinder le Cameroun en 3 zones, la zone orange, la zone rouge et la zone verte, pour faire en sorte que même les enseignants ne soient pas trop exposés. Il faut rappeler que les jeunes sont à 90% asymptomatiques. Et lorsque les jeunes sont asymptomatiques, il faut d'abord les tester. Il faut un testing massif des étudiants. Vous voyez que nos campus universitaires sont encerclés par les débits de boissons et les clients de ces débits de boissons sont pour la plupart des étudiants. Ces étudiants vont peut-être contracter le virus, mais ne vont pas manifester des symptômes. Il faut rappeler qu'à date, au Cameroun, on a fait uniquement 20 000 tests. Sur 20 000 tests, nous avons 5 000 cas déclarés positifs, soit 25%. Donc, il faut qu'on monte en puissance dans le testing massif pour faire en sorte qu'on mette en quarantaine les personnes vulnérables et mettre en quarantaine les personnes testées positives. C'est important. On ne peut pas faire une reprise de l'année scolaire et de la rentrée académique de la même façon sur l'étendue du territoire camerounais. Il faut que ça soit par palier. Il faudrait d'abord que les villes de Douala et de Yaoundé ne puissent pas reprendre les cours ou bien les élèves aller rapidement à l'école le 1er juin. Il faut mettre des conditions, notamment un testing massif. On va revenir à Alphonse ici à Bénin dans un instant parce que nous n'avons pas un retour en studio. Voilà, Alphonse ici à Bénin parle d'un découpage. Il a, chez eux, au niveau du FOCACO, il parle d'une carte épidémiologique des villes universitaires camerounaises. Douala, Yaoundé sont en rouge, c'est-à-dire le rouge, c'est les villes qui ont plus de 100 cas, ça c'est le découpage du FOCACO. Orange, entre 50 et 100 cas. Orange, c'est la ville de Bafoussam. Bamenda, Tchan, Marwa, Ngaoundéré seront en vert. Qu'est-ce que vous pensez de ce découpage en fonction du nombre de cas? Tout à fait, c'est bien que... Voilà pourquoi il propose une rentrée, une reprise progressive. Un peu comme le déconfinement progressif en France. Que de mettre tout le monde à l'école lundi, ils pensent que ça doit se faire de manière progressive. Oui, ça rejoint une réflexion que nous avons eue avec un autre cercle de réflexion qui avait été constitué. Il y a des intellectuels de la diaspora, les intellectuels d'ici. Nous avons travaillé ensemble, on avait mis sur pied un plan qui pouvait permettre de découper chaque région même encore sur une carte épidémiologique. De telle sorte que, même dans une ville comme Douala, la propagation du virus n'est pas la même. Cette circulation-là, on pouvait avoir des zones rouges, des zones vertes, des zones oranges. À l'intérieur de la ville de Douala. À l'intérieur de la ville de Douala. Parce que nous avions pensé que la COVID-19 devait être une opportunité de mettre en branle les pouvoirs locaux, c'est-à-dire les exécutifs dans les communes, et permettre aussi aux chefs de quartier, aux chefs de bloc de participer à la lutte contre. Lorsque vous avez sur le mode de raisonnement que le FOCACO a adopté, qui est d'ailleurs le mode de raisonnement assez intéressant pour la lutte épidémiologique, vous pouvez avoir sur la carte les zones qui sont les zones prioritaires en matière d'appui technique, parce que nous sommes dans un contexte où il faut rationaliser l'effort. Il a parlé de 20 000 tests. Ça traduit un autre problème, c'est qu'il y a une absence de tests en suffisance qui pourraient être réalisés. Or, avec une carte épidémiologique, ce qu'on fait, c'est qu'on maximise les tests dans les zones qui sont classées zones rouges dans la ville, et ça ne demande pas forcément des budgets effrayant. Vous avez, par exemple, pour les actions qui pourraient être menées dans la ville de Douala, vous avez la communauté urbaine qui aurait pu miser au moins sur 2 milliards de francs CFA. Avec 2 milliards de francs CFA, on aurait réalisé une action qui pourrait nous dire que lundi,
à la reprise des classes, il y aurait le maximum de mesures prises pour qu'on n'ait pas une contamination de masse. Donc, ce raisonnement que Fokako apporte, c'est effectivement le raisonnement que les autorités auraient pu adopter, mais ce n'est pas tard. Il y a encore quelques jours, on pourrait davantage maximiser sur les intelligences avec des organisations comme le Fokako et voir comment mettre en place un plan de contingentement ou bien un plan qui permette de contingenter le corona dans certaines zones et pas de le transporter vers d'autres zones parce que les enfants vont aller de certains quartiers à d'autres. Or, ceux qui vont aller des quartiers qui ont été plus frappés par le coronavirus, ils vont être ils sont potentiellement susceptibles de transporter le corona vers une autre zone. Vous voyez un peu. Or, jusqu'à présent, ce qui s'est passé, c'est que la situation des ménages étant beaucoup plus la sédentarité dans les quartiers, parce qu'un avantage avec une ville comme Douala, et peut-être aussi Yaoundé, les marchés sont beaucoup plus implantés dans les arrondissements. Et il y a des gens qui peuvent faire 10 ans dans leur arrondissement, ils ne sortent que s'ils ont des visites en famille. Alors, avec cette sédentarité qui est accrue dans leur zone de résidence, le virus a pu être cantonné parce que les échanges étaient beaucoup plus à l'intérieur de la même zone. Or, maintenant, vous avez des enfants qui habitent Douala 3e, qui iront à l'école à Douala 2e, d'autres iront à Douala 5e, d'autres iront à Douala 1er. Vous voyez un peu, s'il y a des zones là-bas qui sont les foyers du virus actuellement, il y a un risque que cette migration, cette itinérance du virus puisse devenir un moment de propagation rapide du virus dans la ville de Douala et même de Yaoundé. Effectivement, le mode de raisonnement du Fokako pourrait être la base d'un raisonnement plus pointu pour limiter la propagation du virus. Thomas Tanker, déjà sur ce découpage-là, la ville rouge, classée rouge, orange, vert, rouge, c'est plus de 100 cas, orange entre 100 et 50, et vert entre moins de 50. Serge Alain, moi j'ai un... Et parce que j'ai commencé par dire que le ministre des Enseignements secondaires a fait le tour de certains établissements dans la ville de Yaoundé ce matin pour s'assurer que les choses sont prêtes pour lundi prochain sur cette décision. Parce que depuis on en parle, le gouvernement semble décider à ce que les enfants retournent à l'école lundi. Ok. Dans un premier temps, le ministre est dans son rôle. Oui. Et étant dans son rôle, elle ne pouvait pas rester à son bureau et décréter, n'est-ce pas, la rentrée de demain. Il fallait bien qu'elle descende sur le terrain comme elle a fait. C'est tout à son honneur. Mais moi, j'ai un problème, comme je disais d'entame, avec la classification des zones rouges, oranges, vertes et consorts. Et Alphonse Aïssi Abena. Oui, Alphonse a dit quelque chose tout à l'heure. Mais j'aimerais bien savoir sur quelle base ils ont déclaré qu'à Douala, il y a peut-être plus de 100 cas, et à Bafoussam, entre 50 et 100. Est-ce qu'on... Enfin, du moins, je voudrais croire que c'est sur des cas déclarés. Oui, tout à fait. On ne sait pas ce qui se passe au quartier. Bafoussam peut aussi... On ne va pas inventer, il s'appuie sur les chiffres qu'on met à la disposition de tout le monde. Met à la disposition. Oui. Et c'est pour cela que moi j'ai un problème avec tout cela, parce que Bafoussam, lorsqu'on dit que c'est dans une zone orange... Verte. Verte? Non. Oui, c'est verte? Oui, il dit... non. C'est oui, Bafoussam est orange. Orange. Entre 50 et 100. Bien, c'est en fonction des statistiques qu'ils ont reçues. Bon, maintenant, au niveau de la rentrée, pour m'en parler, j'ai encore un souci. Mon souci, c'est lequel? Lorsqu'on avait décidé de la suspension des activités scolaires au Cameroun... Le 17 mars. Le 17 mars, merci pour la date. Nous étions à combien de cas déclarés? Je crois qu'on était à moins de 150 cas. Aujourd'hui, nous sommes à... je crois 4000. Oui, 5000. 5000 par là. Plus de 5000. Mais est-ce que nous avons déjà maîtrisé la propagation de ce virus qui s'est introduit chez nous sans visa, qui s'est introduit partout sans demander l'avis que ce soit, de qui que ce soit? On vous répond qu'on appelle les Camerounais à être plus responsables. On va y arriver. Je voudrais tout simplement dire qu'on ne peut pas canaliser, on ne peut pas maîtriser ce virus qui entre partout, même aux endroits les plus insoupçonnés, et qui commet des gaffes. Au moment où nous étions à presque 100 ou 150 cas, on avait décidé de tout arrêter. On a fait une campagne pour le confinement.
et autres là. Mais subitement, contre toute attente, peut-être que parce que la France a décidé aussi de déconfiner, le Cameroun immédiatement, et peut-être d'autres pays, ont décidé d'envoyer les enfants à l'école. Est-ce que cela veut dire que nous avons maîtrisé le virus? Je voudrais dire non. Parce que de 150 cas que nous étions, sommes passés à pratiquement 5000 cas. Et ça décime tous les jours. Ça décime tous les jours. Alors, pour moi j'ai l'impression que cette rentrée de lundi, c'est un peu, une fois de plus, la charrue avant les bœufs. Et je voudrais croire, je voudrais espérer que cette rentrée n'est pas obligatoire. Parce que si elle est obligatoire... Si elle est obligatoire, c'est pas comme en France où... Oui, moi, en tant que parent... Tout le monde doit reprendre. Ah non. On a dit les classes d'examen. Oui, les classes d'examen. Mais voilà. est-ce que les enfants sont en classe d'examen doivent reprendre les cours? Oui, Serge. Est-ce que les enfants des classes d'examen sont immunisés contre le virus? Je veux dire non. Personne n'est à l'abri de cette pandémie. À titre personnel, j'ai 2 enfants en classe d'examen. Pendant tout... Vous les envoyez pas à l'école lundi, c'est ça? Si vous me donnez une seconde, je vais y arriver. Ok. Alors, pendant l'arrêt de classe, je me suis donné le devoir de les tenir moi-même et de les faire tenir par d'autres personnes. Donc ça veut dire que si lundi vous décidez qu'ils n'aillent pas, ils peuvent affronter l'examen. Ils peuvent affronter l'examen sans problème. Ils peuvent très bien affronter l'examen. Sans aller à l'école à partir de lundi. Sans aller à l'école. C'est mon cas personnel. Ok. Et je ne voudrais pas en faire un cas général. Je ne sais pas si d'autres personnes ont pris ces mesures. Oui. Mais s'il vous plaît, nous sommes des parents d'élèves, des parents d'enfants, qui accepteraient, avec tout ce danger, exposer son enfant à une situation où l'enfant pourrait se contaminer, être vecteur de cette contamination, et peut-être en mourir, ou alors faire mourir ceux qui sont autour d'eux. Moi, je ne suis pas... Je tiens à la vie de mes enfants, plus qu'à leur école. Tous ceux qui ont réussi dans la vie ne sont pas sincèrement, forcément passés par l'école. Loin de moi l'envie de peut-être encourager des gens. Moi, je parle de mon cas. Oui. J'ai pris Vous parlez de vos enfants. Je parle de mes enfants. J'ai pris disposition depuis l'arrêt des cours de les mettre à niveau, d'abord personnellement, et de faire mettre à niveau par le truchement d'autres personnes. Ce sont les dispositions que j'ai prises. Mes enfants sont chers à moi. Je ne voudrais pas croire que les vôtres ne sont pas chers à vous. Mais c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est obligatoire d'aller à l'école? Parce qu'à un moment donné, on disait que ceux qui ne voudront pas envoyer leurs enfants à l'école pourraient les retenir à la maison. Non, c'est pas ce qu'il dit. C'est ce qu'on disait avant. Non. On n'avait jamais dit ça. Non, on n'a jamais dit ça. Bon, d'accord. C'est plutôt en France que à titre personnel, les parents ont le choix d'envoyer ou de les garder à la maison. Moi, à titre personnel, je ne ferai pas courir ce risque à mes enfants. Oui. Et maintenant... ils risqueraient de se faire renvoyer de l'établissement. Hein? Je préfère qu'ils soient renvoyés. Je tiens à la vie de mes enfants. Mais Thomas, ça ne va pas s'arrêter demain. Le corona ne va pas s'arrêter en 2021. Naturellement, mais pour le moment... Comment vous le savez, Jonathan? En fait, telles que les études que nous lisons dans les réseaux sociaux sont en train d'évoluer, la contagion va se poursuivre. Les États même qui déconfinent sont allés sur une logique. C'est que la Covid-19, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter demain. Quand je dis demain, c'est-à-dire dans les 3 mois qui suivent. Oui, rapidement. La probabilité d'avoir un vaccin, ça nous donne au moins jusqu'en fin d'année. Okay. La probabilité. Là, on ne parle pas encore de l'effectivité du vaccin. La probabilité, ça dit que ça peut ne pas se produire. Okay. Alors, ça veut dire qu'au lieu de patienter la fin du virus, on ne peut pas hypothéquer des générations d'êtres humains qui ont besoin d'éducation, parce que c'est quand même la relève de l'humanité qui se joue à l'école. Donc, on ne va pas attendre la fin du virus. Quitte à ce qu'ils se fassent contaminer. Quand vous regardez, le taux de létalité au niveau des enfants, c'est très faible.
c'est carrément négligeable. C'est pas dire que c'est pas trop, mais c'est négligeable au niveau de la létalité. Le risque serait l'infection voilà, justement, des parents. Ils viennent à la maison. Tout à fait. Il y a les grands-parents, comme selon l'étude de Charles Monge-Mouyeme, ces enfants-là reviennent à la maison, il y a les parents, il y a les grands-parents. C'est pourquoi je vais revenir là-dessus. Oui. Les éléments, lorsque vous avez ciblé là où le risque est élevé, vous maximisez les efforts sur la minimisation du risque. Ok. Voilà, on va permettre à Thomas de terminer. Ouais. Jonathan, parce qu'il nous attend déjà, Alphonse. Moi, je pense que l'avenir des enfants, des jeunes Camerounais est déjà compromis depuis des années. Et pour le cas d'espèce, étant donné le danger que nous vivons tous les jours, tant que les mesures véritables de sécurité des enfants n'auront pas été prises, il serait risqué. Parce que, bon, écoutez, si on envoie les enfants à l'école parce qu'ils sont en train de présenter des examens bientôt, quelles sont les dispositions qu'on a prises pour la rentrée prochaine? Les mêmes salles de classe, les mêmes effectifs, que ce soit sur le corps enseignant que sur les élèves, les mêmes infrastructures. Mais je voudrais croire que d'ici là, les choses vont changer. Et là, je rejoins ton point de vue en disant que j'espère que ça va changer. Et Thomas, 60% de ces jeunes sont dans les marchés, en train d'accompagner les parents au marché. Et tu l'as dit, s'il te plaît. On les voit dans les quartiers. Moi, je vis dans Douala, je vois ce qui se passe. Nous vivons ces jeunes ne vont pas à l'école, mais ça n'empêche pas qu'ils ont des contacts. Nous vivons tous dans la même ville. Et tu as fait un développement tout à l'heure en parlant, n'est-ce pas, de certaines... La sédentarité. La sédentarité. Dans les zones de résidence. Vraiment, Jonathan, de vous à moi, comment est-ce qu'on peut sédentariser les Camerounais compte tenu de l'ambiance actuelle? Il y a les déplacements urbains et interurbains. Au niveau des pays sous-développés, c'est pratiquement impossible. Vous habitez peut-être Douala 5e. Votre lieu de service est peut-être à Douala 4e. On ne va pas déplacer votre bureau de Douala 4e pour venir mettre à Douala 5e. Et c'est ainsi de suite. Il y a des gens qui partent de Douala 4e pour se trouver à Douala 2e. Donc, le déplacement des populations actuellement au Cameroun ne peut pas nous permettre de faire un confinement régional ou bien municipal avec l'intention d'arrêter le virus. Voilà, Alphonse, ici à Bénin, vous dites que il y a un risque très élevé de contamination en milieu universitaire par rapport au milieu scolaire. Oui, il faut rappeler que si on regarde actuellement le nombre de décès au Cameroun, on tourne autour de 180 décès. Et les villes de Douala et Yaoundé représentent 75% de ces décès. Et dans ces décès, on a eu un seul enfant de moins de 16 ans qui a rendu l'âme. C'était à l'hôpital, je pense, ce type de Yassa à Douala, un enfant de 15 ans. Donc c'est pour dire que les jeunes sont déjà en contact avec le virus. Il faut rappeler que par exemple, ici dans la ville de Bafoussa, il y a des enfants qui continuent à faire des petits commerces, ils font de la vente à la sauvette, ils partent dans les lieux publics sans masque et ils sont sûrement exposés à ce virus. Il faut rappeler que cette tranche d'âge, les moins de 30 ans, ne vont pas manifester des symptômes, mais ils vont être des vecteurs, des propagateurs du virus. Raison pour laquelle nous on a dit le milieu universitaire soit le milieu le plus difficile, c'est ce qui nous inquiète parce que vous savez que nos campus, les effectifs sont pléthoriques. Faire en sorte qu'il y ait distanciation sociale, quand on prend peut-être une faculté comme la faculté de lettres ou la faculté de droit ou la faculté de sciences économiques, il va falloir faire des rotations sur rotation et on sait bien que le corps enseignant, les effectifs sont véritablement, ne suivent pas. C'est pratiquement un enseignant pour 1000 étudiants à l'université de Douala. Raison pour laquelle il faut encourager déjà, doper le mental des enseignants avec des primes spéciales parce que c'est une prime de risque qu'il faut instaurer pour que ces enseignants puissent avoir le moral. Il faut rappeler que plusieurs enseignants dans le privé n'ont pas de salaire depuis 4 mois. Et raison pour laquelle on avait appelé le gouvernement à mettre sur pied une indemnité de subsistance. Ça n'a pas suivi. Aujourd'hui, le problème, c'est que les étudiants fréquentent les débits de boissons. Vous savez que depuis le 30 avril, le gouvernement camerounais a mis en place des mesures d'assouplissement, notamment l'ouverture des débits de boissons au-delà de 18 heures, ce qui a fait en sorte qu'il y ait un relâchement total.
Raison pour laquelle, le 30 avril, on avait 2000 cas. Au 27 mai, nous sommes à plus de 5000 cas. Donc, en un mois, on a eu pratiquement 3000 cas et avec un testing relatif, parce que nous sommes rien qu'à 20 000 tests réalisés déjà depuis le début de la pandémie. Raison pour laquelle nous disons que les jeunes, notamment les universitaires, vont propager le virus auprès des enseignants. Les enseignants sont à risque. Raison pour laquelle il faudrait automatiquement regarder déjà l'activité périscolaire et périuniversitaire. Parce que le problème de la contagion, ce n'est pas surtout que le jeune va se retrouver en fac ou bien dans une salle de classe. Parce que là-bas, on va mettre des mesures optimales pour le lavage des mains, pour les thermoflages, la distanciation sociale. Mais maintenant, un enfant qui quitte le chez lui pour le lycée, qui quitte le chez lui pour le campus, il va emprunter quel moyen de locomotion? Dans le taxi, il peut être contaminé. Sur la moto, il peut être contaminé. Raison pour laquelle on a demandé que le Premier ministre puisse revenir sur certaines mesures principales qui avaient été dictées le 17 mars. Notamment les mesures comme l'interdistance dans les taxis, dans le transport en commun et sur les motos. Parce qu'aujourd'hui, les motos, les taximens ont été bénéficiaires des mesures d'assouplissement, notamment avec l'impôt libératoire. Ils ne pourront pas payer cette année. Mais le consommateur continue à payer le plus cher, le prix normal du taxi et de la moto. Raison pour laquelle nous demandons que ce sont ces activités périscolaires qui tournent autour de l'école, qui tournent autour de l'université. On doit veiller au grain, notamment quand vous regardez l'université de Douala qui est située à la cité SIC, je crois, le quartier. Tout autour de ce campus universitaire, il n'y a que des débits de boissons. Tout autour de ces cités universitaires, il n'y a que des débits de boissons. Il y a le tapage nocturne. Avec la mesure de fermeture de 18 heures, on a vu que les Camerounais ont repris conscience, ont repris un sens de responsabilité, ont su qu'il y a le virus qui se propage. Ils ont essayé de tout faire pour barrer la courbe de la propagation. Mais avec les mesures d'assouplissement, il y a eu un répic. Il y a eu le virus a repris du poids de la bête. Raison pour laquelle on invite donc le Premier ministre à tout faire pour que certaines mesures de restriction puissent revenir. Parce que les jeunes sont les vecteurs, parce qu'ils seront asymptomatiques. Il faut déjà, dès la reprise le 1er juin, tester au maximum au maximum tous les jeunes. Il faut minimum dans la ville de Douala, minimum 10 000 tests par jour. Sinon, ça sera une propagation encore exponentielle. Parce que nous invitons donc le gouvernement, notamment le ministère de la Santé qui est au Four au Moulin, à décentraliser, à privatiser les analyses du Covid-19. Il faut rappeler qu'il n'y a que 10 laboratoires répartis dans 6 régions. Ici, dans la région de l'Ouest, il n'y a pas de laboratoire de test Covid. Quand il y a un cas suspect, on est obligé de référer à Yaoundé. C'est la même chose à Bertoua dans l'Est. Quand il y a un cas suspect, il faut référer à Yaoundé. La même chose dans le Septentrion. Le seul laboratoire disponible est au niveau de la ville de Garoua. Donc, la région de l'extrême nord et de la Damawa, ils n'ont pas de laboratoire. Donc, il faut tout faire déjà pour qu'il y ait un testing massif et que ça soit disponible dans toutes les 10 régions du Cameroun. Si on veut véritablement tordre le cou à la propagation de ce virus. Merci Alphonse ici à Bénin depuis Bamendi, quartier de Bafoussam. Vous voulez réagir à la suite d'Alphonse? Tout à fait. Tout à l'heure, je parlais d'un plan de riposte qui devait être localisé. En fait, aujourd'hui, on a la commune, la mairie de ville à Douala, qui peut agir, qui peut devenir le pôle à partir duquel une action efficace est menée pour limiter la transmission du virus à l'intérieur de la ville. Comment? Vous avez, si vous prenez une estimation du nombre de personnes qui vont reprendre des classes, ils sont de l'ordre de 200 000 qui iront en classe à partir du 1er juin. Lorsque vous prenez les 200 000, vous regardez en termes de masques, même si la communauté urbaine prenait sur elle de distribuer à chaque élève 3 masques pour préparer la rentrée, on serait dans l'ordre de quelque chose comme 100 millions de dépenses. Vous voyez qu'avec 100 millions,
on est dans un budget quand même relativement acceptable. Vous parlez de quel pays là? On parle du Cameroun. C'est-à-dire que les masques sont gratuits. Parce que les parents, tout à l'heure, vous avez demandé comment est-ce que les parents que je côtoie au quotidien réagissent lorsqu'on leur parle de la rentrée. Oui. Les parents me disent... En tant que sociologue. Effectivement, les parents me disent, dans leur demande, ils disent, nous avons besoin de gel, nous avons besoin de masques pour les enfants. Et comment est-ce que ces enfants, nous sommes sûrs qu'ils seront protégés s'ils n'ont pas ça? Donc, la communauté urbaine pouvait prendre sur elle de dire la protection de ces enfants, parce que l'éducation, c'est une question de la République. C'est vrai qu'au niveau de Fokako, ils ont situé ça au niveau du Premier ministre. Mais maintenant, nous sommes dans l'action efficace des collectivités territoriales décentralisées. Elles doivent prendre leurs responsabilités. Elles sont fonctionnelles, les collectivités territoriales décentralisées. Du moins, c'est pas un décret qui va les rendre fonctionnelles. C'est leur action effective sur le terrain qui les rend effectivement fonctionnelles. Lorsque la communauté urbaine dit « je prends sur moi les masques », effectivement... La mairie de la ville. La mairie de la ville, lorsqu'elle prend sur elle les masques, elle apporte sa réponse à la limitation du virus dans la ville. Il y a également la question des gels. L'université de Douala en produit. C'est-à-dire que la communauté urbaine pouvait simplement passer... Oui, la faculté de sciences. Il n'y a pas que la faculté de sciences. Il y a 3 écoles à l'université de Douala qui fabriquent les gels en temps réel où nous parlons. Alors, la communauté urbaine pouvait miser sur une approche intégrée directement avec une institution comme l'université, en disant, vous produisez une quantité de gel assez importante, vous augmentez les volumes, nous préfinançons et nous distribuons gratuitement les gels pour les élèves et étudiants qui reprennent les cours. C'est des solutions qui sont là, qu'on pourrait activer et qui pourraient nous coûter beaucoup moins cher. Maintenant, au niveau de la circulation du virus dans la ville, c'est simple. La communauté urbaine a encore la police municipale. Renforcer son effectif en termes de personnel de police municipale dans les grands carrefours, être exigeant sur le port du masque, s'assurer du respect des mesures barrières, et au moins là, c'est pas qu'on limite totalement, mais on minimise les risques de transporter. Parce que jusqu'à présent, les scientifiques reconnaissent que les mesures qui marchent, c'est se laver les mains, porter un masque. Il n'y a pas sorcier pour limiter le coronavirus. Donc, on mise sur ces éléments-là, on prévient davantage, et avec les éléments que nous avons, nous pouvons aller à l'école, nous pouvons revenir à l'école. Il faut noter bien sûr qu'il y a des gens qui préparent le bac. Or, qu'est-ce que ça signifie le bac? Le bac, ce n'est pas seulement le diplôme que l'individu a, c'est aussi une habilitation. C'est ça qui vous donne l'aptitude de passer un concours pour entrer à l'EMIA, pour entrer à l'École nationale de police, pour entrer à l'École nationale d'administration et de magistrature. Et toutes ces écoles ont des âges limites. Vous voyez un peu? Donc, dire qu'on pourrait passer là-dessus, comprenons que c'est aussi l'avenir de beaucoup de personnes qu'on serait en train de sacrifier. Non, des gens proposent, hein, les enseignants, les syndicats ont fait des propositions parce que le taux de couverture des programmes a largement dépassé les 70%. Et un examen ne peut que se tenir après avoir couvert au moins 70%. C'était une disposition. Qu'est-ce qui bloque donc? Pourquoi ne pas interroger les enfants, les évaluer sur ce qu'ils ont vu jusqu'au 17 mars? Pourquoi vouloir à tout prix les ramener à l'école? Le système éducatif camerounais est fait de telle sorte qu'il y a des disparités. Les enseignants qui affirment qu'ils ont parcouru 70%, ceux-là, effectivement, bien sûr, peut-être ont parcouru les 70%. Mais ce n'est pas toutes les écoles qui, au même moment, ont atteint le même niveau de progression en matière de dispensation des cours. Il y a des écoles qui avaient encore des retards. Vous croyez donc que la petite période-là qui reste, ceux-là qui accusent du retard vont se mettre au même niveau que les autres? Ça va leur permettre, pour celles qui n'étaient pas encore dans les 70%, ça va leur permettre de rattraper. Mais je prends pour le cas du supérieur. À quel rythme? On fait éclater les classes, les effectifs, on a besoin d'enseignants. J'ai regardé la mesure. Le Premier ministre a dit que les cours pourraient être arrêtés à la mi-juillet. Oui. Soit la mi-juillet ou
au début du mois d'août. Donc, il n'y a pas une date limite qui dit que c'est à cette période que ça s'arrête. Okay. Mais on sait que ça reprend le 5 octobre. Ça veut dire que dans cette période, en un mois, on peut largement dispenser une autre partie du programme. Voilà. Mais je parle pour le supérieur. Dans le supérieur, ce n'est que le premier semestre qui a été fait. Là, c'est différent. C'est tout un parcours. Et dans le supérieur, il y a ce qu'on appelle la validation des acquis. Oui. Et cette validation, c'est un nombre d'heures passées pour un ensemble d'enseignements. Okay. Or, tous les enseignements du second semestre n'ont pas encore été dispensés. Donc, il était impératif que cela revienne pour au moins valider les acquis. Voilà, merci. Nous restons à Douala, mais il n'est pas avec nous en plateau. Lui, c'est Charles Mongué-Mouyemé. Bonsoir Charles, consultant en marketing et communication. Il s'est défini dans une publication comme un parent profane des questions d'éducation. Charles Mongué-Mouyemé, bonsoir, bienvenue. Vous dites que cette reprise des classes est un appel au suicide collectif des familles. Pourquoi Charles ? Bonsoir Serge Alain, je salue tous les téléspectateurs d'Equinox. Oui. Oui, je pense que cette reprise-là est collective, simplement parce que vous remarquez très bien que l'épidémie est en train de prendre de l'ampleur. Et à moins de penser que le Cameroun se limite au centre-ville de Douala et de Yaoundé, vous imaginez bien qu'il n'est pas possible, avec la carte scolaire du Cameroun, de faire respecter le minimum de mesures dans les établissements scolaires du Cameroun. J'entends bien, c'est-à-dire que de Babou Tchungale à Mouanko ou Kondjok ou Photocol ou je ne sais pas où. Parce que j'ai l'impression que les gens quittent le Cameroun au centre-ville de Douala et de Yaoundé. Il est beaucoup plus grand. De mesures à l'école, ce n'est pas possible, il ne faut pas faire rêver les gens. D'ailleurs, vous avez fait des reportages hier. Je suis resté un peu sur ma faim parce que quand un chef d'établissement dit qu'on a désinfecté son lycée déjà 3 fois, il fallait lui demander qui a désinfecté, avec quel matériel, avec quel produit, etc. Je suis certain que vous auriez eu des réponses très approximatives. L'autre élément, c'est que on ne prend pas l'enfant de la maison, on le téléporte pour son établissement. Il va dans les transports. Et vous savez très bien comment ça fonctionne chez nous. Les enfants sont obligés de passer par le Carrefour Ndokoti à Douala pour aller à l'école. Transport en Ndokoti sans vous fauter à la population. Comment vous le faites? Il faut quand même qu'on soit un petit peu lucide quand nous disons des choses. Nous sommes parents d'élèves. Quand on a pris la décision d'arrêter, nous n'avons pas été consultés. Quand on prend la décision de reprendre, nous ne sommes pas consultés. Et pourtant, on dit que nous sommes dans la communauté éducative. Nous sommes donc des membres passifs de la communauté éducative. C'est de ça qu'il s'agit. Comment vous pensez qu'une classe va être divisée en plusieurs? Et je lis des gens qui envoient des conseils qui sont supposés être des enseignants, mais je trouve ça assez irresponsable, il faut donner le goûter aux enfants. Vous savez combien de parents peuvent donner le goûter aux enfants en allant à l'école? De quel Cameroun nous parlons? Même à Douala, ici, je peux vous montrer les écoles où ce n'est pas possible. Quand vous divisez une classe en 4, vous ajoutez des heures à l'enseignant ou aux enseignants, si vous voulez. C'est-à-dire, vous multipliez les risques pour les enseignants de se contaminer. Savez-vous combien d'enseignants sont dans la tranche d'âge 45-60 ans? Donc, ils ont pensé au départ, je suppose, que comme on dit que le coronavirus, quand il attaque les jeunes résistent bien. Ils se sont dit, ok, comme les jeunes résistent bien parce qu'ils ont des anticorps, on peut démarrer la rentrée. Mais c'est ce jeune qui donne à manger à sa tante à la maison ou à son grand-père. Quand il revient, c'est lui qui fait les travaux domestiques. Il va aller contaminer dans 65, dans 70 ans. Vous voyez ce que ça va faire comme hécatombe dans le pays? Ce n'est pas sérieux de le faire. Moi, je crois que l'idéal, et en plus, quand j'entends les gens parler le problème chez nous, c'est que
on aime beaucoup l'école quand on est en crise. Oui, Charles, allez-y, Charles. Bon, on va revenir. Vous n'entendez jamais les gens en situation normale parler de... Vous m'entendez? Oui, allez-y, Charles. Voilà. Donc, on dit d'envoyer à l'école alors que le coronavirus sévit dans les établissements. Pourquoi on aime l'école surtout quand nous sommes en crise? À tout faire. Savez-vous combien d'établissements n'ont même pas l'eau coulante? Allez regarder l'état des toilettes dans les établissements scolaires. Comment on va faire? Vous avez déjà expérimenté un prof qui fait un cours de 2 heures avec un masque? Comment il fait pour parler pendant 2 heures avec un masque? Et quand il est sorti, on va désinfecter? De quoi nous parlons? Et soyons sérieux, nous connaissons, moi j'assiste à toutes les réunions de l'APE de mes enfants. Donc je sais ce qui se passe dans leur établissement. Ils étaient déjà à au moins 80% de leur programme. Le 3e trimestre, ça a toujours été 2 à 3 semaines. Qu'on ne vienne pas nous faire croire que le 3e, il restait beaucoup de cours à faire, il restait quelque chose de particulier. Le 3e trimestre, 3 semaines de classe, maximum. Ça veut dire qu'en général, à la fin du 2e trimestre, on a fait 70-80% des programmes. Donc, si on tient à faire des examens, parce que moi, je ne suis même pas pour qu'on fasse des examens. Moi, je pensais qu'avec les notes de classe, il était possible pour une année exceptionnelle comme celle-là, comme il y a eu 2 BEPC au cours d'une même année au Cameroun, pour des raisons fallacieuses. Aujourd'hui, pour une raison aussi grave, on aurait pu décider qu'avec les notes de classe, on s'organise. J'ai fait des propositions dans ce sens également. Oui. Parce que pour moi, un élève qui a 12 de moyenne en classe, il est admis. Voilà, Charles, vous dites que les candidats qui auront une moyenne annuelle supérieure ou égale à 12 sur 20 seront admis à l'examen. Ceux dont la moyenne annuelle sera comprise entre 10 et 12 seront également admis si leur moyenne dans les matières de base et de premier groupe est supérieure ou égale à 10. Quant aux candidats dont les moyennes sera comprise entre 9 sur 20 et 10 sur 20, leurs cas seront soumis à la délibération avec ceux ayant entre 10 sur 20 et 12 sur 20, sans avoir une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 dans les matières de base. Oui, ça c'est une proposition. C'est pour ça que je vous ai parlé de profane. C'est un jet que je donne. Maintenant, les spécialistes de l'enseignement peuvent se saisir de ça et prendre d'autres propositions. Il y en a d'autres parents. Je fais une proposition de parents. Alors, on peut prendre ces propositions-là, on les peaufine, on les travaille. Parce que quand on vous dit 25 par classe, on va respecter les distances. Serge Alain, dans notre association des parents d'élèves, je parle de la mienne, il y a plusieurs professions. Je ne suis pas certain qu'on a même consulté des architectes. Il y a des gens là qui sont spécialistes dans les phénomènes de file d'attente pour comprendre combien d'élèves de façon optimale on peut mettre dans les salles de classe. Il y a des lycées qui ont été conçus à l'époque coloniale, c'est-à-dire pour 20 élèves ou 25. Même les 25 là, 1 mètre de distanciation, c'est quasiment impossible. Qu'on ne dise pas des choses comme si nous vivons dans un autre pays. Très honnêtement, il n'est pas responsable qu'on commence l'école le 1er avec ce qui court en ville, le coronavirus, avec l'étendue de la carte scolaire du Cameroun, les difficultés d'accès. Il y a des enfants qui n'ont même pas encore vu un masque depuis que le coronavirus a commencé, qui sont au secondaire, qui sont au primaire. Dans ce Cameroun, ils n'ont jamais vu un masque. Ils ne savent même pas ce que c'est. Le liquide, le gel, n'en parlons plus. Dans leur établissement, l'eau, c'est une histoire. On va dans la broussaille pour faire ses besoins. Parlons de notre pays, ne parlons pas d'un pays fictif. C'est pour ça qu'il faut laisser les histoires de politique de côté et mettre ça de côté. Moi, je parle en parent. Je ne peux pas envoyer mon enfant prendre une maladie qui va venir décimer ma famille. Ça n'a pas de sens. Il a des grands-parents, il a des tantes, il a des oncles. Ok. Oui, il va peut-être pas faire la maladie. Mais quand il va la transmettre à sa grande-tante de 70 ans, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mourir. Elle va mourir. C'est pour ça que je dis, soyons responsables. C'est trop tôt. Prenons le temps.
Si on veut organiser les examens, ok, prenons donc ce temps-ci pour les organiser au mieux. Parce qu'un centre d'examen peut être mieux géré qu'un lycée en temps normal. Et ensuite, on fera une remise à niveau à la rentrée prochaine. On prendra les 2 semaines ou les 3 semaines qu'on fait habituellement au 3e trimestre. On les prendra à la rentrée prochaine pour mettre les gars à niveau. C'est-à-dire, si tu es en seconde et que tu passes en première, le gars qui est parti en première, il revient d'abord faire ses 2 semaines en seconde. Il revient pour qu'il ait le niveau. Après, il repart. En ce moment-là, on dit qui ont le concours de seconde, votre rentrée est différée. Laissez les anciens faire d'abord leur remise à niveau et puis pour vous arriver. Et ceux de 6e aussi iront faire leur remise à niveau au cours moyen d'eux. Ok. C'est des possibilités, mais je dis, en dehors de ça, envoyer les enfants à l'école, pour moi, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Voilà, il vous rejoint, Charles Mongamouyeme. Il pense que envoyer ses enfants à l'école lundi, c'est cet enfant-là qui peut ramener le virus, peut passer à ses parents, ses grands-parents. Oui, Serge Alain, je crois que M. Mouyeme a été très clair dans ses propositions. Malheureusement, au Cameroun, on n'a pas l'art d'écouter les autres. Ce qu'il a dit, c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Pour les examens, c'est-à-dire qu'on regarde, Charles Mongamouyeme dit que ceux qui, sur la base des 2 trimestres passés, premier et deuxième, ceux qui ont 12 de moyenne, on leur donne, ils sont mis à l'examen. C'est perfectible. Oui, c'est perfectible. Oui, c'est perfectible. Faisable, non, mais c'est perfectible. Et quand je dis c'est perfectible, c'est quoi? Vous savez, pendant les évaluations dans les salles de classe, il y a des élèves qui sont spécialisés dans la triche. Oui. Il triche, il a 13 moyennes. Mais il ne peut pas valablement défendre les 13 moyennes qu'il a eu. On lui donnera un BPC, un probatoire ou un baccalauréat. Il ne saura jamais défendre son diplôme. Mais ce que Charles a dit, à mon humble avis, je pense qu'on peut c'est perfectible, de manière à ce qu'on puisse évaluer les enfants sur la base de ce qu'on a dit tout à l'heure, de ce qu'ils ont, des requis qu'ils ont eu, sur les 70, plus de 70% du programme de l'année scolaire. Bon, donc vous êtes pour l'organisation des examens quand même? Je suis entièrement pour l'organisation des examens, parce que l'organisation des examens donne beaucoup plus de possibilités aux personnes d'avoir, enfin aux organisateurs, n'est-ce pas, d'avoir dans chaque salle d'examen, peut-être 30 ou 25 personnes. Oui. On peut réquisitionner certains établissements et on crée, n'est-ce pas, d'autres centres d'examen là-bas. La distanciation sociale pourrait être respectée en ce cas. Bon, maintenant dans nos établissements, et Charles a cité beaucoup de choses. Il manque le minimum vital dans nos établissements. Si oui, dans certaines écoles privées UP de la ville, où on peut trouver même une douche, je vous assure, même les toilettes les plus élémentaires parfois n'existent pas dans les établissements, dans la plupart des établissements non seulement des villes de Douala et Yaoundé, pire encore, en région, n'est-ce pas? Il n'y a même pas d'eau courante. Mais maintenant, si on amène les enfants en salle de classe, n'est-ce pas, pour dire qu'on va compléter leur enseignement, Charles a parfaitement raison en disant que c'est un appel au suicide collectif. Et quand je parlais des enfants tout à l'heure, c'est vrai que je n'ai pas poussé mon analyse au niveau où il est allé. C'est vrai que les enfants sont des vecteurs très dangereux de cette pandémie. Et il a si bien dit. L'enfant va aller prendre ça dans la rue, dans le taxi, en Dokoti, ou alors même auprès de ses propres amis. Il va arriver à la maison. On n'est jamais sûr à 100% de s'être complètement désinfecté. Et il est possible que lui qui est un vecteur sain, qui est un porteur sain, enfin disons asymptomatique, puisse transmettre cette maladie autour de lui. Et la plupart des personnes qui... Moi, je voudrais le dire, hein, moi je suis pas un candidat, mais le genre de personne que le virus guette pour tuer. J'ai passé 60 ans. Donc je suis un candidat, n'est-ce pas, à une infection à quelque niveau que ce soit. Ok. Je suis un parent. J'ai mon âge. Et je dis ma tranche d'âge est une tranche d'âge particulièrement visée par ce virus, par le coronavirus. Donc, il faut qu'on soit attentif.
notre pays est notre pays à tous. Il ne faudrait pas que nous fassions pour faire plaisir aux uns ou aux autres, mais comme une disposition sociale qui pourrait nous mettre, nous parents, en sécurité, voilà. Et aussi sauvegarder la vie de la santé des enfants. Je l'entends rapidement, oui, c'est l'heure du journal dans un instant. On se regarde droit dans les yeux, nous sommes Camerounais, je sais que Charles qui est de l'autre côté, il voit le Cameroun. Il n'y a jamais eu de confinement au Cameroun. Parce que j'entends parler comme si les enfants sont dans les maisons. Ah non. Allez dans les quartiers, il n'y a pas dans... Nous parlons du Cameroun, parlons pas de notre pays. Les enfants sont dans la rue, ils se baladent, il y a un risque très important, le décrochage scolaire, qui est la Covid-19 dans les pays où les études ont été faites. La Covid a été un facteur aggravant du décrochage scolaire. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on devrait laisser certains enfants lâcher l'école parce qu'ils vont se trouver intéressés par d'autres choses? Pendant cette période, il y a des enfants qui ont commencé à s'intéresser à autre chose, à des activités peu intéressantes. Tout à fait. Alors, moi, je pense que, personnellement, au lieu de prêcher ce discours qui est, certes, alarmant, mais un discours qui peut décourager ces enfants, il faudrait insister sur les précautions qui vont limiter la transmission du virus. Merci à vous. On va revenir après le journal de Cédric Noufélé, parce qu'il est déjà là. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, le gouvernement répond aux critiques et aux inquiétudes sur les risques élevés de contamination au Covid-19. Les différents ministères en charge de l'éducation ont reçu des gels hydroalcooliques et des masques destinés à la communauté éducative. Cela est-il suffisant? Est-ce que ça répond aux préoccupations posées par les syndicats? Le gouvernement balaie ces préoccupations d'un revers de la main et tente de rassurer sur le rôle que chaque acteur de la communauté éducative doit jouer afin d'éviter la rentrée de tous les dangers et permettre aux jeunes enfants de reprendre le chemin de l'école. Vous écouterez ces ministres dans le journal de 20h. Pendant ce temps, aucune mesure spéciale n'est prise pour les régions anglophones. Pourtant, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Selon le dernier pointage, près de 16 personnes atteintes du Covid-19 ont été retrouvées mortes chez elles ou sur le chemin de l'hôpital. Pour la seule région du Nord-Ouest, nous ferons le point dans le journal de 20h. Nous parlerons également d'une affaire qui défraie la chronique dans la région de l'Ouest. Tenez-vous bien, c'est une femme qui a fait kidnapper son propre enfant pour demander une rançon au père de l'enfant résidant à l'étranger. L'affaire a été démantelée par la gendarmerie. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse à suivre dans le journal de 20h. C'est Jala. C'est-à-dire, vous dites que c'est la dame qui a eu le cerveau du kidnapping. Effectivement, Serge Alain, une femme qui a instrumentalisé, monté une opération de kidnapping de sa propre fillette afin de le faire croire au père de l'enfant résidant à l'étranger dans le but d'obtenir une forte somme d'argent. Seulement, la gendarmerie y est intervenue et a dévoilé le poteau rose. Le récit des faits, c'est à suivre dans quelques instants. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Noufélé pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief.